Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des Chroniques de la Toison d'Or. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Nils. Bonjour Nils. Bonjour Arthur et bonjour à nos chers amis auditeurs. Aujourd'hui, dans ce deuxième numéro, nous accueillons un nouvel invité, à savoir Monsieur Gilbert Duchesne. Bonjour Monsieur Duchesne. Bonjour à tous et heureux d'être avec vous, de passer un moment avec vous. Eh bien, le plaisir est partagé. Et bon, on va pas perdre plus de temps que ça. Je vais vous poser la première question. Une question assez simple, assez ouverte. Est-ce que vous pouvez déjà, pour nos auditeurs, parler un petit peu de vous, parler de ce que vous faites dans la vie? Voilà, c'est vraiment une question assez ouverte. Ok, je vais essayer de résumer un peu tout ça, hein. Alors d'abord, donc je m'appelle Gilbert Duché avec un Z. Alors j'insiste sur le fait que c'est Duché parce que voilà, j'y tiens, mais c'est Duché avec un Z. J'ai 65 ans. Je vis dans un petit village au nord du département de la Loire qui s'appelle Vivant. Je suis à la retraite depuis quelques années. Je suis lyonnais d'origine. J'ai fait ma carrière, la plus grande partie de ma carrière dans les transports en commun lyonnais en qualité donc de manager. Ma relation avec la littérature a démarré très 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 jeune. En fait, à 14 ans et demi, j'ai été envoyé dans ce qu'on appelait à l'époque, ça n'existe plus, à l'époque, on appelait ça les enfants de troupe dans la Marine nationale. J'ai fait l'école des mousses. J'étais pas spécialement préparé pour ça. C'était plutôt une incorporation conjoncturelle, je dirais. Et je me suis très vite évadé dans la littérature, dans les livres, hein. C'est là que je trouvais le réconfort, que j'arrivais à passer ma solitude. Et cet amour pour les livres et la littérature ne m'a jamais quitté. Tout au long de ma vie, de ma carrière, j'ai été amené souvent à écrire soit des nouvelles, soit des petites nouvelles personnelles. Je me souviens d'avoir écrit un texte sur ce Chinois qui était face à un tank sur la place Tiananmen. Ça m'avait marqué. J'avais écrit un joli texte là-dessus. Donc j'ai toujours aimé écrire. Et à cause de la maladie ces dernières années, après la pandémie, j'ai perdu énormément en activité physique et il fallait donc combler mon temps, hein, et pour combler mon temps, je me suis lancé dans l'écriture un peu plus poussée. J'ai écrit mon premier roman, un peu sans objectif, autre que de me vider la tête. Et il se trouve que ce premier roman, je l'ai fait lire à mon entourage, le manuscrit, et l'impact a été extrêmement positif. On m'a dit, tu devrais essayer de te faire éditer. J'ai dit pourquoi pas, et j'ai lancé la perche qui a été saisie très rapidement. Et j'ai été édité dès le début de l'année 2023 de mon premier roman qui s'appelle Rendez-vous au Cap Blanc-Nez. J'ai continué donc ensuite je me suis plus arrêté d'écrire. J'ai écrit sans cesse. Et aujourd'hui, en octobre 2024, j'ai 4 romans édités puisque cette semaine apparaît dans les référencements Roxy les années sombres, qui est la suite de mon deuxième roman. Et j'ai un cinquième roman qui est prêt, corrigé, qui est chez l'éditeur aux éditions Baudelaire, qu'on sortira en début d'année. Et je viens donc de finir un sixième qui est sur mon ordinateur. Donc vous voyez, en termes d'écriture, je suis assez prolixe, hein, mais parce que c'est aujourd'hui, ça m'aide à avancer dans la vie et à combler justement, comme je vous disais, ce manque d'activité lié à ma condition physique. D'accord. C'est très très bien, franchement, à écouter ça. Entendre comme ça des histoires comme ça, je trouve ça très touchant de voir déjà comment l'amour pour la littérature peut se développer, surtout dans un contexte comme celui-ci qui n'était pas forcément évident il y a quelques années. Je trouve Mhm. ça assez touchant. Du coup, vous nous avez parlé différentes sorties de vos différents ouvrages. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus, pour ceux qui ne vous connaissent pas, des différents ouvrages que vous avez sortis, et est-ce que vous auriez parmi ces ouvrages une œuvre que vous
pourrait estimer de phare, on va dire, la plus importante à vos yeux? Je suis un observateur de la société. De par mon métier et puis de par, mon caractère, j'ai passé toute ma vie à observer la société, observer les fonctionnements, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien et donc je fais ce que j'appelle des romans sociétaux. Ça veut dire que en fait, j'invente des histoires qui sont des fictions totales, avec des personnages totalement, fictifs. Je mais je me sers de ces personnages pour balayer quelques sujets de société actuels, contemporaines ou plus anciennes, et pour donner un petit peu ma vision de ces phénomènes de société. Ça peut être, par exemple, un exemple, ça peut être la violence faite aux femmes, hein, ou ça peut être l'addiction aux stupéfiants ou aux jeux. Voilà. Donc, si vous voulez, je fais, moi, ce que j'appelle des romans sociétaux. Alors, le premier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Rendez-vous au Cap Blanc-Nez. Alors, le Cap Blanc-Nez, c'est un cap qui se trouve dans le nord de la France, un peu en dessous de Calais, qui fait face à un deuxième cap qui, lui, s'appelle le Cap Griné. Ce sont des falaises de calcaire, hein, si vous voulez, des sites. Je ne vais pas vous dire pourquoi le roman s'appelle Rendez-vous au Cap Blanc-Nez, parce que c'est le cœur de l'intrigue. Donc, je ne dévoilerai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que ce roman, qui est le premier que j'ai écrit, j'ai voulu faire ce qu'on appelle un petit peu alors pas du roman historique au sens littéral du terme, mais j'ai voulu, sur 85 années d'histoire, ça démarre en 1939 par un juif polonais qui quitte Varsovie à l'arrivée des Allemands, qui s'enfuit en France, qui va s'installer dans la vallée du Gier, avant Saint-Étienne. Ensuite, on passe à la vie de son fils qui, lui, va monter un peu plus au nord, va s'installer dans l'Allier à Saint-Pourçain-sur-Sioule et va développer une industrie qui va devenir florissante. Et pour finir, on arrive au petit-fils qui, après des études à Lyon, va faire une très grande carrière de businessman dans les assurances à Paris. Et si vous voulez, la trame historique, elle démarre donc de 1939 et elle s'arrête en 2015. Alors, déjà, ce que je commencerai à dire en préambule, c'est que toute cette saga familiale est racontée par le petit-fils qui, pour des raisons que je tiendrai, dont je parlerai pas, se retrouve dans sa voiture un jour, pas très loin de ce Cap Blanc-Nez, justement, et dans sa voiture, il se remémore la vie de son père, la sienne d'abord, celle de son père et de son grand-père. Donc, si vous voulez, c'est un retour en arrière et un récit de cette saga familiale pour arriver tout au long de cette histoire, de ces 85 ans d'histoire. Je mets l'accent sur une dizaine d'événements historiques qui ont eu lieu, comme ça peut être comme par exemple le parachutage de Jean Moulin avec un général dans un petit village tout près de chez moi qui s'appelle Melay en Saône-et-Loire, qui avait été renvoyé de Londres pour venir unifier donc la résistance. Ça passe par les événements de mai 68 à Lyon que j'ai vécu et j'explique un peu comment ça s'est déroulé. Ça passe par les tours du World Trade Center donc le 11 septembre 2001. Ça parle aussi des différentes républiques, des différents présidents. On passe par Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, bref, un petit peu l'histoire de France, mais si vous voulez, c'est survolé. Ça veut dire que ce sont des événements qui sont posés comme ça, un peu comme une colonne vertébrale, et qui permet à cette saga familiale de s'ancrer pour venir jusqu'à ce jour où il est dans sa voiture au Cap Blanc-Nez, 2015. Ça a l'air d'être quand même assez rempli de sens, lourd de sens. Ce premier roman est un roman extrêmement bouleversant, très bouleversant. Pour vous donner un exemple, je me suis lancé dans une activité où je fais de la lecture dans les EHPAD.
Et ce roman-là, ce mois-ci, pendant 4 mercredis, je suis allé le lire à un groupe de 11 personnes, des personnes âgées, ça allait de 83 ans à 99 ans. Et si vous voulez, c'est tellement chargé d'émotions entre les événements qu'ils ont vécus, le rappel et puis l'histoire en elle-même fictive que j'ai accolée dessus, qui fait que c'est extrêmement chargé en émotions et c'est un roman qui laisse pas indifférent. C'est-à-dire quand on arrive au bout, tous ceux qui l'ont lu ont été bouleversés parce que vraiment, vraiment, c'est riche en descriptifs. J'ai une signature littéraire assez particulière. Je fais des narrations extrêmement expliquées, très imagées. Si vous voulez, quand j'ai des romans, quand on les lit, c'est comme un film qui défile dans la tête. La dame qui est chez moi là aujourd'hui, l'amie qui est chez moi, me parlait de mon 3e roman, dont je vous parlais tout à l'heure. Elle me dit qu'elle l'a lu en 1 jour et demi. Elle n'a pas pu décrocher du livre, hein. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce genre de roman que je fais. Vous avez des questions à me poser sur le premier? Alors, simplement une remarque, j'ai envie de vous dire, dans la narration, vous disiez que c'était très imagé, très explicite. J'ai envie de vous dire, on vous retrouve un petit peu dans cette narration-là. Comme vous nous aviez dit avant qu'on lance l'enregistrement, vous êtes quelqu'un de transparent, de vrai. Pour moi, c'est juste qu'on vous retrouve quand vous avez quelque chose à dire ou vous avez besoin de mettre une claque, et la claque, on se la prend, quoi. C'est exactement ça. Vous avez résumé tout ce que j'ai voulu vous dire. C'est effectivement ce que le directeur de Baudelaire à Lyon, des éditions Baudelaire, me le disait. Il me disait, Monsieur Duché, vous avez une écriture littéraire, une signature littéraire extrêmement particulière qui fait que c'est ça. C'est soit on prend un grand coup d'euphorie, un grand coup de joie, soit on prend une grande claque dans la gueule, mais c'est jamais platonique, si vous voulez. Moi, je me permettrais de rajouter aussi, après ce que Nice a dit, que juste dans votre façon de raconter votre roman, de ce qui se passe dedans, sans forcément rentrer dans les détails, juste vous écouter, on sent la patte qu'il y a derrière, et puis ça fait... on ressent, mine de rien, quand même, certaines émotions sans même avoir déjà lu le livre. Enfin, personnellement, ça a été mon cas. Je sais pas si c'est pareil pour Nice, mais moi, personnellement, c'est des sujets qui me touchent beaucoup, des histoires comme ça. Et donc, je vais pas vous cacher que ça me donne déjà extrêmement envie d'acheter le bouquin. J'ai vraiment ressenti une certaine émotion, comme un petit frisson, si vous voyez, au niveau des épaules. Juste vous écouter raconter l'intrigue, sans forcément rentrer dans les détails, on sent déjà le génie qu'il y a derrière la plume, si je peux me permettre. C'est vraiment, ça donne envie. Ça donne envie. Vous êtes gentil. Pour finir cette anecdote, vous voyez, je vous disais que j'ai lu ce roman donc dans l'EHPAD. J'ai fini, pas cette semaine qui s'est passée, la semaine d'avant, j'ai fini le mercredi, parce que je l'ai fait en 4 fois, parce que ils sont pas capables d'écouter un livre entier en une seule fois, donc je l'ai fait en 4 fois. Eh ben, moi qui ai écrit ce livre, moi qui l'ai inventé, c'est sorti de ma tête. Je l'ai lu plusieurs fois puisque j'ai fait mes lectures de correctives, j'ai signé mes BAT, j'ai relu derrière, etc. Lorsque j'ai fini le livre l'autre jour à l'EHPAD, tous avaient la larme à l'œil, mais je l'avais moi aussi. Et c'est là où vous pouvez vous dire que vous avez vraiment réussi Voilà. votre boulot. Moi, l'auteur, j'avais les frissons et la larme à l'œil en lisant la fin de mon roman. Et c'était assez extraordinaire parce que je le connais par cœur et je l'ai inventé. Et malgré tout, l'émotion est tellement forte que que je la ressentais moi-même. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment la signature de mes romans. C'est vraiment la signature de mes romans. Ils sont tous comme ça. Et dans ce cas, très rapidement, avant de passer à la suite, je pense que les auditeurs qui nous écoutent doivent un peu avoir le même ressenti que Arthur et moi. Est-ce que très rapidement, vous pourriez nous expliquer où et à quel prix on pourrait trouver vos différentes œuvres? Alors c'est très simple, hein. Je suis édité par 2 éditeurs qui sont les éditions des 3 colonnes et les éditions Baudelaire. Ces 2 éditeurs sont rattachés au groupe Hachette, hein, c'est-à-dire Hachette Francophonie, hein. Ça veut dire qu'ils sont diffusés chez
tous les magasins sur le réseau d'Illicom pour les professionnels, Fnac, Dossier, Cultura, Chapitre, Furet du Nord, Amazon, etc., plus toutes les librairies qui sont sur lesquelles je suis référencé, et mes livres sont présents, si vous voulez. Alors, c'est un peu prétentieux ce que je vais vous dire, mais pourtant c'est une réalité. Voilà, on les trouve sur des sites portugais, espagnols. Rendez-vous au Cap Blanc-Nez, je l'ai trouvé sur un site japonais de vente. Hein. Voilà, c'est vraiment des livres qui voyagent beaucoup. Les prix, alors moi je fais mon format, c'est à peu près 200 pages. Hein. Voilà, mon format, c'est à peu près 200 pages en format A3. Pourquoi? Parce que ça me permet de me concentrer sur un format relativement court et d'y mettre toute mon énergie dedans, plutôt que de faire du gros format et puis d'avoir des longues périodes où il se passe pas grand-chose, il se passe rien. Et en plus de ça, le deuxième avantage, c'est que ça permet de rester dans des prix accessibles à beaucoup de monde. Rendez-vous au Cap Blanc-Nez, il est à 17 euros. Vous voyez, 17 euros, c'est un roman. La personne le regarde derrière, l'histoire a l'air intéressante, 17 euros, je veux me faire un petit plaisir, je peux me l'offrir. Un roman à 40 euros, on va y regarder à 2 fois avant de se l'acheter. Hein. Pareil pour un cadeau, c'est pareil, un anniversaire, c'est facile d'acheter un roman à moins de 20 euros pour un anniversaire. Si c'est un peu plus cher, bah, c'est un peu plus difficile. Donc je trouve que mes romans sont tous du même format, et ils sont tous entre 15 et 20 euros. D'accord, très bien. C'est très respectable de votre part. Et puis moi d'ailleurs, petite question avant que je l'oublie. Vous parliez du fait que vous avez pu vous retrouver vos ouvrages sur des sites d'autres langues, notamment japonais, comme vous avez énoncé à la fin. Est-ce que Oui. ces livres sont vendus dans ces sites-là en langue française, ou est-ce qu'ils ont été traduits à l'étranger? Non, ils sont vendus en langue française. Ils n'ont pas D'accord. été traduits. Hein. Ils sont vendus en langue française pour les communautés francophones. Alors, est-ce que vous voulez que je vous parle du second maintenant? Mais bien sûr, allez-y, tant qu'on est lancé. Alors, le second que j'ai écrit, il s'appelle Roxy. Depuis 2012, je me bats contre la maladie. Hein, je ne vais pas vous donner le détail de ce que j'ai, mais j'ai une pathologie très importante, très invalidante et incurable. Je vis avec depuis 2012. J'ai un traitement quotidien très lourd, avec des effets secondaires très désagréables. Et donc, je navigue dans les hôpitaux depuis 12 ans. Et il m'est arrivé d'être hospitalisé longtemps. Entre autres, en 2011, je suis resté plus de 6 mois à l'hôpital. Comme je suis, je vous l'ai dit, un observateur de la société, de mon lit d'hôpital, je m'amuse, je laisse toujours la porte de la chambre ouverte, et je m'amuse à observer les va-et-vient et le personnel qui travaille. Et il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est la bienveillance, à 98% des cas, des personnels hospitaliers, mais au-delà de ça, des gens qui travaillent dans le service à la personne, c'est-à-dire les ambulanciers, les infirmiers à domicile, tous ces gens. J'ai toujours été fasciné de voir ces gens pouvoir rentrer à 6 heures du matin dans une chambre avec un sourire jusqu'aux oreilles, qui mettent du soleil dans la chambre. Et souvent, je me suis dit, mais nom de Dieu, mais comment ils font? Moi, la majorité des gens que je connais, à 6 heures du matin, ils ont, excusez-moi de l'expression, mais la tête dans le cul. Faut pas leur parler pendant 1 heure, tant qu'ils n'ont pas bu leur café. Comment ces gens, ils font pour être aussi altruistes, etc. Si ça se trouve, la fille, là, qui me prend ma attention et tout, qui me sourit, qui me parle gentiment, elle s'est peut-être fait pourrir par son gars hier soir, elle a peut-être un gamin malade, elle a peut-être un huissier qui a tapé à la porte, etc. Si vous voulez, je me posais cette question-là, et je me disais, là, il y a un sujet dont je veux parler. J'ai donc créé un personnage qui s'appelle Roxane,
j'en ai fait une neuropsychothérapeute en milieu hospitalier, en sortie d'urgence. Alors, mon personnage, elle naît à Clermont-Ferrand, elle fait ses études à Lyon, elle veut faire médecine, mais médecine, elle n'y arrive pas, donc du coup, elle dérive sur la neuropsychologie, et elle trouve un emploi à l'hôpital en sortie d'urgence, où elle traite des personnes qui ont fait une tentative de suicide, un gars qui a fait une overdose de stupéfiants, enfin des choses comme ça, si vous voulez. Et à travers ce personnage, à travers ma neuropsychothérapeute, qui est extrêmement performante dans son boulot, très bienveillante, très altruiste, qui arrive à déverrouiller des verrous psychologiques importants. Je balaye comme ça 4 ou 5 faits de société. Entre autres, par exemple, elle s'occupe du suivi judiciaire d'un pédophile. Hein. Et donc, ça me permet de parler un petit peu donc, de la pédophilie. Elle suit un gars qui a fait une tentative de suicide parce qu'il était victime de harcèlement. Enfin, ça me permet de balayer quelques sujets de société. Et toujours pareil, un peu comme dans le premier, ce n'est pas du journalisme. C'est-à-dire que je fais pas un essai ni une thèse sur un domaine. Je survole, j'en parle, mais j'essaye d'être le plus cohérent possible. Ensuite, mon personnage, pour marquer cette interrogation que j'avais, autant elle est ultra compétente et ultra carrée dans son boulot, autant dans sa vie privée, elle est borderline. Mauvais mariage, mauvais divorce, deux adolescentes ultra difficiles, elle gère rien, elle gère pas son emploi du temps, elle est bordélique dans sa vie privée. Et j'ai voulu marquer donc ce décalage entre la professionnelle et la femme privée. Là, je vais vous raconter l'anecdote. J'ai une amie qui adore lire, qui est pleine de livres et qui a lu mon roman Roxy. Et elle vient me voir un jour, elle me dit Gilbert, j'ai adoré Roxy, je l'ai dévoré, mais bon Dieu, je suis resté sur ma faim, ça se termine en queue de bouchon et on voudrait savoir, on en veut plus. Je lui dis bah oui, t'en veux plus, un livre, il faut bien le terminer à un moment donné. Elle me dit oui, mais tu te rends compte je lui dis, mais dans ta tête, tu l'imagines comment, toi, Roxy, plus tard? Elle me dit, ah ben moi, je verrais bien quelque chose d'un petit peu plus glauque ou d'un petit peu plus. Je lui dis, tiens, c'est marrant, moi, si j'y pense, j'ai un peu la même vision. Je dis à cette fille qui s'appelle Virginie Guibert, je lui dis, si tu as une histoire dans ta tête, si tu arrives à construire une histoire dans ta tête, une suite à Roxy, si tu veux, ce que je te propose, eh ben, on l'écrit ensemble. Toi, tu écris l'histoire brute de décoffrage, comme ça, sur un cahier. Et moi, un lundi par semaine, tous les lundis, je reprends ce que tu as écrit et je le construis de manière littéraire, faire mes paragraphes, je corrige, etc. Bref, j'amène ma fameuse signature littéraire. Et figurez-vous que c'est ce qu'on a fait. On a fait Roxy, les années sombres, c'est-à-dire que c'est la suite de mon personnage. Elle quitte le milieu hospitalier pour se mettre en libéral, ce qui permet d'aller un peu plus loin sur les faits de société. Par exemple, sur une violence faite aux femmes, elle prend en charge une femme qu'elle va reconstruire petit à petit tout le long du livre, si vous voulez. Ça, c'est mon travail sur les faits de société. Et dans sa vie privée, elle va vivre des choses très, très dures, très difficiles, très anxiogènes. Et ce que j'ai voulu marquer, c'est la façon dont elle va se servir de sa vie professionnelle pour arriver elle-même à se remettre sur les rails et à rebondir. Et donc, ce livre, je l'ai co-signé avec Virginie Guibert, et donc il est sorti cette semaine. Il va être, alors c'est rigolo. Je suis allé voir Internet tout à l'heure. Il y a 2 sites qui l'annoncent déjà, un portugais, un espagnol. Par contre, pour l'instant, les sites français, je le vois pas apparaître. Mais j'ai su par l'éditeur qu'il était référencé et il va apparaître là dans la semaine. Il sera sur Fnac, Cultura, un peu partout. Hein, et il s'appelle Roxy, les années sombres. Et vous verrez qu'il est écrit Gilbert Duché et Virginie Guibert. Hein. C'est donc, pour la petite anecdote, voilà pourquoi il est coécrit, le deuxième. D'accord, très bien. Et ben, tout ce que je peux dire, moi, personnellement, c'est qu'il donne tout autant envie à lire que le premier. Ouais. Incroyable. Alors, Vraiment, je leur dis. celui-ci, la Roxy, lorsque je fais des journées dédicaces ou des salons, des marchés, celui-là, il cartonne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toutes les femmes qui travaillent soit dans le médical, soit dans l'aide à la personne, dès qu'elles voient le livre, elles voient la couverture, elles sont instantanément attirées. Et quand elles regardent derrière la 4e de couverture et qu'elles voient cette histoire de décalage, d'opposition entre la réussite professionnelle et la vie privée, ça leur parle à toutes, parce que toutes vivent ça, en fait.
En fait, toutes se reconnaissent. Et donc, ce livre, il marche du tonnerre de Dieu. Et c'est pour ça que la suite, j'ai été d'accord pour la faire avec Virginie tout de suite, alors que j'avais pas prévu ça au départ, parce que je sais que ça va partir. Là, j'ai déjà, rien que dans la librairie qui est à côté de la plus près de chez moi, on a déjà 14 commandes de gens qui, la dernière journée dédicace que j'ai faite, on dit on va attendre. Ils ont commandé à la libraire Roxy et la suite dès que la suite sort pour prendre les deux, pour acheter les deux pour Noël. Vous voyez, hein. Donc ça c'est mon deuxième et quatrième roman, on va dire. Hein. D'accord, oui, oui, qu'il est en 2 parties. Marche. Alors maintenant, est-ce que vous voulez qu'on parle donc du dernier, hein? Bah, bien sûr, allez-y, tant qu'on y est, que vous parlez de tout Alors, l'ouvrage qui est sorti. alors le dernier, vous m'avez demandé tout à l'heure en préambule si dans tous mes romans, s'il y en a un en particulier pour lequel j'avais un attachement, un particulier. C'est ça. Celui pour lequel j'ai un attachement particulier, c'est celui dont je vais vous parler maintenant. Est-ce que vous êtes, bien sûr, je suis sûr et certain que vous êtes au courant de ça, et vous en avez entendu parler, de ce qu'on appelle le phénomène des arnaques à l'amour, dit des brouteurs. Alors, de nom, ça me dit rien, mais je pense que quand Ouais. vous allez rentrer dans les détails, ça va me dire quelque chose. Mais c'est vrai, comme ça, de nom, moi, personnellement, ça ne me dit Alors, rien. je vais vous expliquer. Il y a un phénomène qui a démarré il y a en fait ça a commencé en Amérique du Nord, surtout au Canada, et ça s'est répandu en Europe de l'Ouest. On va dire ça a pris vraiment c'est une arnaque qui a pris de l'essor depuis la pandémie. C'est au moment des confinements où vraiment cette arnaque a été a vraiment pris de l'ampleur. On appelle ça l'arnaque à l'amour, hein, et on dit le phénomène des brouteurs. Pourquoi les brouteurs? Parce que on appelle ces gens-là, on les imagine comme des moutons qui viennent et qui broutent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à prendre chez quelqu'un, quoi. C'est-à-dire qu'il le saigne à blanc, la victime de l'arnaque. Donc, je vais vous raconter cette histoire-là. Je vais vous raconter cette histoire-là en vous faisant tout de suite une confidence. Lorsque j'ai écrit ce roman de manière fictive, c'est-à-dire que j'ai inventé un personnage, j'ai inventé la fiction, et puis j'en ai discuté avec l'éditeur, qui est Les Trois Colonnes, j'en ai discuté avec ma femme et mes enfants, et ils m'ont conseillé, tous m'ont dit que je devrais être complètement transparent, et j'ai accepté à ce moment-là de révéler sur la 4e de couverture que, en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Et il signe son 3e roman avec cette histoire dont il connaît parfaitement les rouages, ayant lui-même connu cette arnaque. Donc maintenant, je vais vous parler de l'histoire. L'arnaque à l'amour, ça fonctionne comme ça. Vous êtes hameçonné sur Internet par une personne, de quelque manière que ce soit. Moi, en l'occurrence, c'est un SMS que je reçois, me disant allô, t'attends, c'est toi, etc. Poliment, je réponds non, vous avez fait une erreur, je suis désolé, je suis pas votre tante, je vous souhaite bonne chance. Machin. La personne me réécrit, je suis malheureux, je la cherche et tout, je la trouverai jamais, etc., etc. Donc j'ai 2-3 mots de sympathie, voilà. Et puis cette personne le lendemain me réécrit en me disant, écoutez, hier vous avez vraiment été gentil, c'est rare de tomber sur des gens comme vous. Ça démarre comme ça. Ça démarre comme ça. Je sortais de 6 mois d'hospitalisation. J'étais extrêmement fragile. J'étais déstabilisé dans ma tête. Pour être tout à fait honnête, on m'avait annoncé une fin prochaine
probable et prochaine, ce qui heureusement ne s'est pas produit. Et j'étais dans cet état d'esprit-là lorsque est arrivé l'hiver 2019 et le problème du Covid. J'ai été hameçonné par une jeune femme qui se disait élève infirmière à Clermont-Ferrand et avec qui j'ai commencé à discuter une fois tous les 3 jours, puis tous les 2 jours, puis tous les jours, par messagerie, si vous voulez, par messagerie. Le confinement avait été mis en place. Ma femme, je suis remarié, donc ma femme avait ses 2 belles-filles qui étaient venues s'installer avec ses enfants ici à la campagne pour pouvoir être en travailler à distance et puis pour ne pas rester à Lyon en ville pendant le confinement. Donc il y avait du monde à la maison, si vous voulez, il y avait du bruit, ça bougeait, etc. Et moi, j'étais pas bien dans ma tête, donc je me suis isolé et je suis rentré dans ce mécanisme-là. Et ce mécanisme de brouteur, c'est de vous emmener dans une histoire d'amour, vraiment de vous emmener dans une histoire d'amour où vous arrivez dans une forme d'addiction où il y a des échanges de mots doux, des échanges de photos qui peuvent devenir compromettantes, etc., etc. Le mécanisme, c'est celui-ci. Et au bout d'un certain temps, lorsque vous êtes bien installé dans le mécanisme, la personne commence à vous faire part de problèmes, de petits problèmes. C'est pas bien gros, c'est une télé en panne, c'est une facture de téléphone impayée, c'est souvent d'ailleurs un problème de téléphone parce que l'argument c'est de dire oui mais si j'ai plus de téléphone on pourra plus communiquer et comme ils savent que la personne commence à être en phase d'addiction, c'est lui dire si tu m'envoies pas de sous, tu m'entendras plus. Donc on commence à envoyer une petite somme. C'est sous forme de tickets qu'on achète au bureau de tabac avec un code. On transmet le code par téléphone ou par message et la personne recharge une carte et puis voilà. Et les sommes sont de plus en plus importantes. Les problèmes sont de plus en plus importants. Et à un moment donné, vous arrivez dans une situation où vous avez donné beaucoup d'argent, on vous avait promis de vous les rendre en plus de la promesse de vous rencontrer, parce que c'est quand même ça l'objectif au départ, hein. Et finalement, ni l'un ni l'autre ne se passe. Et lorsque vous réalisez que vous avez été arnaqué, c'est le cas de le dire, vous allez porter plainte à la gendarmerie, c'est ce que j'ai fait, et on vous montre sur des logiciels spécialisés, qu'en fait, la femme à qui vous parlez, c'est un faux profil. Cette femme, en l'occurrence, pour mon affaire à moi, c'était une escort girl texane très connue qui faisait de la vidéo porno, etc., etc. Et en fait, que tout est faux. Ça paraît incroyable quand on en parle comme ça à froid, mais c'est un mécanisme qui fonctionne extrêmement bien et dont les dégâts, les dommages en termes financiers et en termes collatéraux sont gigantesques. J'ai donc vécu cette histoire-là qui fait que j'ai perdu beaucoup d'argent, qui m'a mis dans la situation où, à un moment donné, il a fallu que je fasse mon mea culpa devant ma femme et le reste de ma famille. Pourquoi j'avais dépensé tout cet argent? Pourquoi il m'était arrivé ça? Je l'ai fait avec courage et détermination. Courage parce que il faut du courage pour avouer l'inavouable. Détermination parce que j'étais déterminé à retrouver mes escrocs. Hein. Je pensais que c'était franco-français et que j'arriverais à retrouver mes escrocs. J'avais pas encore notion exactement de ce que c'était sur le plan international. J'ai appris par la suite que, en fait, ces brouteurs, ce sont des Africains dans les pays essentiellement Côte d'Ivoire, Nigeria pour les gens qui sont de langue anglaise, etc. Ce sont des pauvres airs, des femmes, des hommes, parfois des enfants de 10, 11 ans
qui sont derrière des claviers avec des fiches pré-remplies et qui tapent des mots d'amour toute la journée, pour en échange d'1 € à la fin de la semaine pour pouvoir manger. Voilà. Et que derrière ça, bah, il y a tout un tas il y a toute une mafia entre ceux qui récoltent l'argent en France, qui rechargent des cartes prépayées, qui en envoient une partie au pays où un mafioso en prend sa grande partie et finalement distribue des miettes à ceux qui le font. Tout ça, si vous voulez, je l'ai découvert par la suite. Et j'ai réussi avec le temps, en jouant, si vous voulez, en prenant à son propre jeu les gens qui me manipulaient, j'ai réussi à faire craquer une brouteuse qui finalement m'a téléphoné, m'a révélé son identité, m'a révélé tout le système, le fonctionnement, une fille de Côte d'Ivoire, etc. À partir de là, j'ai eu envie d'écrire cette histoire. Je me suis dit, si je me sens prêt, ça y est, maintenant je suis allé au bout de la boucle, j'ai bouclé la boucle, je suis libéré psychologiquement et j'ai envie d'écrire pour sensibiliser le public sur cette histoire. Restait à savoir comment j'allais écrire ça. Écrire ma propre histoire personnelle, je ne le voulais pas. Je ne voulais pas écrire mon histoire personnelle, je ne voulais pas parler de moi dans le détail. Voilà. Donc, j'ai décidé de créer un personnage. J'ai créé un personnage féminin. C'est une femme, en fait. Et j'ai fait mon roman sous forme de polar. C'est un vrai polar. Ça veut dire que on ne démarre pas par le sujet des arnaques à l'amour, on démarre par des faits divers. C'est une enquête policière comme un film policier, avec des polices scientifiques, avec des recherches d'indices, etc. Une enquête parisienne qui va ensuite évoluer sur une enquête internationale. Interpol va rentrer en ligne de compte, etc., etc. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, on commence à découvrir cette histoire d'arnaque à l'amour et ça se termine. Je vous dis pas comment, il faut lire le livre pour savoir comment ça se termine, mais voilà, en fait, tout le roman, c'est celui-ci. C'est une enquête policière, c'est un vrai polar qui va mettre en avant cette problématique d'emprise psychologique, d'arnaque à l'amour et ce phénomène de broutage qui fait qu'une personne une quinquagénaire, en l'occurrence mon personnage, c'est une femme quinquagénaire, épouse modèle d'un directeur d'entreprise qui travaille, qui démarche de partout dans le monde. Il est parti quelques mois sur le marché chinois pour essayer d'avoir des clients. Elle se retrouve seule. Elle tombe amoureuse d'un espèce d'Indiana Jones américain qui est moitié journaliste, moitié aventurier, et qui l'emmène, qui l'a fait voyager dans sa tête, et il va lui arriver tout un tas d'histoires, et c'est la descente aux enfers. C'est d'ailleurs comme ça que je termine mon pitch sur la 4e de couverture. C'est la descente aux enfers. Elle va plonger jusqu'au plus profond de l'immonde. Elle va y perdre ses enfants, elle va y perdre son mari, elle va tout y perdre, et elle va organiser sa vengeance jusqu'à ce qu'elle ait pu, euh, on va dire, laver dans le sang son honneur. Voilà. Ça, c'est le D'accord. 3e roman. Il s'appelle Dans la gueule du brouteur. Eh bien, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Au final, oui, bien, du coup, je vois très bien ce que c'est. C'est quelque chose qui, mine de rien, est bien plus présent que ce qu'on pourrait penser. On peut très facilement se faire avoir, surtout sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose de très polluant, et c'est quelque chose qui risque pas d'être réglé de sitôt. C'est vrai que c'est généralement beaucoup de jeunes qui font ça en plus. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très embêtant, et je trouve ça très bien de parler de ce cas-là, parce que je pense pas que ça a été tant fait que ça, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, je trouve ça très bien. Non, justement, il n'y a au jour d'aujourd'hui, à part quelques essais qui ont été faits par des essayistes qui sont plus à caractère journalistique, il n'y a aucun roman
en lien direct avec cette histoire. C'est le premier qui a été fait dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il a euh, un avenir médiatique très important, parce que non seulement il est un support littéraire pour découvrir les mécanismes de cette arnaque, c'est ce que m'ont dit tous ceux qui l'ont lu, mais qu'en plus de ça, l'auteur avoue, reconnaît qu'il a lui-même été victime de cette arnaque, et en le reconnaissant, j'accepte bien évidemment tacitement d'en être le témoin objectif et transparent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si demain je suis dans une émission, je peux, en toute transparence et en toute sincérité, dire jusqu'à quel point, jusqu'où j'ai pu être entraîné dans l'emprise, hein, sans risque et sans retenue, parce que tout ce que j'ai vécu, je l'ai avoué à mon entourage. Oui, vous êtes Vous très bien voyez? placé pour en parler, tout simplement. Absolument bien placé pour en parler, oui. Hein. En tout cas, Absolument bien placé pour en parler. Et puis c'est une Voilà. sorte de témoignage d'une certaine manière aussi. C'est un témoignage, c'est un mea culpa, c'est une façon d'expliquer l'inexplicable, c'est une façon comment un homme à 60 ans peut tomber dans un homme qui a été pendant 35 ans un manager général, qui a managé, moi j'ai managé jusqu'à 175 personnes, j'étais directeur des services d'intervention, sécurité et environnement dans les transports en commun lyonnais. J'ai été spécialiste des interventions sur les accidents et les événements durs, les manifestations ou les agressions, etc. Rien ne laissait supposer que je puisse être en proie, victime de ce genre d'arnaque. Et pourtant, je l'ai été. C'est donc bien la preuve que le phénomène est très bien ficelé, et que n'importe qui peut se faire prendre là-dedans. Donc, je suis l'auteur de ce roman, qui est pour moi le meilleur des romans que j'ai écrits jusqu'à maintenant. Et en plus de ça, je suis un témoin objectif et transparent de ce type de mésaventures. D'accord, très bien. Est-ce que j'aurais quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, ce que j'ai à Non, rajouter, c'est surtout félicitations à vous de faire de la prévention par rapport à votre public. Parce que, voilà, comme on disait, c'est pas quelque chose qui est courant, c'est pas quelque chose qui est relativement connu. Par exemple, moi, je ne connaissais pas du tout ce type d'arnaque. Je sais qu'il y a des arnaques, que l'horreur de l'humain n'a absolument aucune limite, que Mmh. et, étrangement, l'inhumanité de l'humanité n'a pas de frontières. Mais Exactement. voilà, en tout cas, félicitations à vous de faire de la prévention. Félicitations à vous d'avoir achevé ce parcours, honnêtement. Et merci d'avoir partagé ça avec nous également. Ben, Euh, je vous en prie, c'est normal pour moi. Vous savez, je suis quelqu'un qui croit au destin. Je suis en train de me faire lécher le nez par mon chat, par un de mes chats, parce que j'en ai 13, hein. Euh, voilà. Euh, si vous voulez, je suis quelqu'un qui croit au destin. Et je suis convaincu que rien n'arrive jamais pour rien. Et ce qui m'est arrivé, c'est ce que je disais avec mon ami Didier qui vient de partir. Je lui ai dédicacé son livre, Le Brouteur. Il est venu avec ses 3 livres pour que je lui dédicace. Et quand j'ai dédicacé le livre, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, si j'avais pas vécu cette histoire-là, ce roman dans la gueule du brouteur n'existerait pas. Ce témoignage n'existerait pas. Et ce qui m'est arrivé, eh ben, je le prends comme un signe du destin, pour dire, il faut un peu comme une mission, si vous voulez. Je me suis dit, tu as pour mission de sensibiliser par l'histoire le public sur le mécanisme de cette arnaque, comment on rentre dedans, quels sont les risques, et jusqu'où peut aller la déchéance lorsqu'on est victime de cette arnaque. Et si mon livre peut sauver ne serait-ce qu'une personne, je ne l'aurais pas écrit pour rien.
Oui, puis déjà, franchement, déjà, c'est faut avoir un certain respect pour déjà pouvoir s'ouvrir de cette manière, parce que c'est même si on est déjà conscient de ce qu'on a pu faire dans le passé, c'est pas toujours évident de parler de choses comme ça, parce que ça peut rappeler des mauvais souvenirs ou des choses comme ça. Donc Non, franchement, quand on a fait des choses mal, parce que être marié et vivre en distanciel une histoire amoureuse avec une petite jeune minette de 25 ans, quand on en a 60, c'est pas spécialement honorifique. On peut pas dire que ce soit le meilleur des comportements. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut avoir il faut avoir ben, le courage de, soit c'est fuir. Soit c'est fuir ses responsabilités et puis tout plaquer, soit c'est affronter ses responsabilités et avouer d'abord à sa femme en premier et à ses enfants après derrière et à ses petits-enfants, parce que moi je suis grand-père, hein, que voilà, on a été, ça s'est passé, c'est comme ça. Pour vous dire une anecdote, j'ai une ma petite fille la plus âgée. Elle a 18 ans, elle est en fac de lettres à Lyon. Et le premier travail qu'ils ont eu à faire en fac de lettres, c'est de trouver chacun un livre sur lequel ils vont faire un synopsis. Ils vont devoir écrire un condensé. Eh ben, ma petite fille, elle a choisi dans la gueule du brouteur de son grand-père, sur le qu'elle a lu, ma petite fille, et sur lequel elle va faire son travail à la fac. Et je vous explique même pas, son père, mon fils, quand il m'a dit quand elle a sorti le livre de sa sacoche et que ses copines ont vu Gilbert Duché et ils lui ont dit ah c'est marrant il a le même nom que toi et qu'elle a dit oui c'est mon grand-père, et ils étaient fascinés et ça je trouve ça vraiment très très beau. Vraiment c'est quelque chose je me dis je me dis je suis je suis réhabilité, voilà, je cherchais le mot, je suis réhabilité. Hein. mais en plus surtout que ce soit de votre petite fille qui fasse quand même des démarches comme ça a dû beaucoup vous toucher, je pense, d'une certaine Vous manière vous aussi. rendez compte? Non, mais vous imaginez un truc comme ça, aussi glauque que ça, et c'est votre petite fille elle-même qui va le faire le condenser pour. C'est quelque chose de formidable. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai un gros coup de cœur pour celui-là. Hein. Euh, J'en ai aussi un très gros pour celui qui va venir en début d'année. Ma fille est ma correctrice attitrée, hein, ma fille. Hein. Elle est directrice du lycée français d'Alicante et c'est elle qui me fait toutes mes corrections, mes plus grosses corrections. Et elle a fait la correction du prochain qui s'appelle La Cousinade et qui va sortir en début d'année. Et elle m'a dit, papa, la cousinade, c'est encore un cran au-dessus de brouteur. C'est-à-dire que au fur et à mesure, j'évolue dans mon style d'écriture. Hein. Voilà. D'accord, c'est très bien. Alors justement à ce propos, moi j'avais déjà une question toute préfaite pour la suite qui était la suivante, c'était quel a été votre plus gros challenge au cours de votre carrière? Est-ce que du coup, pour essayer de faire rentrer ce que vous venez de dire dans cette question-là, est-ce que ça aurait été ça votre plus gros challenge en tant qu'écrivain? Euh, oui, Ouais. je pense que faire ce travail, écrire ce livre, écrire ce livre en sachant que tout mon entourage, tous les gens qui me connaissent et même ceux qui me connaissent pas vont tous savoir que j'ai été victime de ce genre d'arnaque. Mais en même temps que j'ai été victime de ce genre d'arnaque, j'ai été aussi acteur de ce type d'arnaque. Ça veut dire que j'ai commis ce truc de tomber amoureux sur Internet d'une jeune fille, une bimbo siliconée, voilà, moi au fin fond de ma campagne. Et si vous voulez, me, se dire que aux yeux du monde entier,
t'acceptes d'assumer cette responsabilité et que les gens, ils aient quelque part cette vision de ta personnalité. Ça veut dire que tu as dans ta personnalité ce petit côté un petit peu sombre qui vient entacher peut-être d'autres choses qui sont meilleures. Eh bien, si vous voulez, je pense, oui, effectivement, que c'est le plus beau challenge de ma vie. Mais je le pense, si vous voulez, avec le recul. C'est-à-dire que ça n'a pas été, c'était pas prémédité. Lorsque je me suis lancé dedans, c'était pas le plus grand challenge de ma vie. Mais avec le recul, avoir été capable d'aller jusque-là, et de pouvoir en parler librement et ouvertement, comme je le fais avec vous aujourd'hui. Mais il y a 15 jours, je l'ai fait, j'étais dans une galerie marchande au Creusot, une grande galerie marchande, je faisais une journée dédicace, et j'ai passé la journée à raconter cette histoire-là, pourquoi je l'avais écrit, parce que je l'avais vécu, et à discuter avec les gens des arnaques sur Internet, tout ça. Si vous voulez, à chaque fois, j'étais confronté au regard des gens, et le regard des gens se modifiait à partir du moment où ils réalisaient que l'histoire, je l'avais vécue. C'était plus l'écrivain qui prenait le dessus, c'était la victime. La victime, mais aussi l'homme qui s'est laissé alpaguer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est le yin et le yang en même temps. Et ça, il faut pouvoir l'assumer. Et d'être capable d'assumer ça, je reconnais que c'est mon plus beau challenge. Oui. Oui, c'est clair que l'ampleur est différente, surtout quand on apprend du coup que la personne qui a écrit ça a été victime de ce genre d'escroquerie derrière. C'est sûr que l'ampleur doit être encore différente pour les lecteurs qui lisent ça. Donc vraiment, encore une fois, un grand respect pour avoir parlé de ce genre de choses. C'est pas forcément évident. Voilà, Bon. donc là, je vous ai parlé de tous mes livres. Le prochain, il n'est pas sorti, donc il y aura l'occasion d'en parler une autre fois. Hein. Bien sûr. Mais voilà, il y en a quatre qui sont en ligne. Et voilà l'écrivain que je suis, donc. Hein. Un néo-écrivain, pas un écrivain jeune, hein, mais un écrivain atypique, dans le sens où, voilà, je fais du roman, mais je fais du roman vraiment très, très sociétal. Et dans mes romans, j'aborde plusieurs sujets qui sont parfois difficiles à accepter ou difficiles à lire. Bon, eh ben, quand on lit Rendez-vous au Cap Blanc-Nez, il y a des passages qui sont d'une violence psychologique extrême, parce que le narratif, le descriptif que je fais des événements est extrêmement, il est très bien fait. Et comme il est très bien fait, eh ben, il fait vivre des émotions, extrêmement douloureuses, parce que voilà. Hein. Donc, si vous le lisez, vous comprendrez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Mais en tout cas, moi, voilà le genre de roman que je fais. C'est-à-dire que ce sont des romans. C'est pas le roman que une jeune femme va emmener dans son sac sur la plage l'été pour en lire 3-4. C'est pas le roman d'amour lambda, genre film de Noël, distrayant. Voilà. Ce sont des romans, mais quand même qui interpellent, qui amènent de la réflexion, qui parlent de sujets de société que tout le monde connaît ou que tout le monde découvre, et qui suscite de la réflexion. Alors on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais dans tous les cas de figure, tous ceux qui lisent mes livres ont tous ce retour. Tes bouquins, on les dévore parce que voilà, quand on est dedans, c'est passionnant. Ah, mais clairement, ça donne envie de les lire, et Voilà. j'espère que ce sera pareil pour l'audience. Voilà. Et je dis pas ça par prétention, je dis ça parce que ce sont les retours que j'ai. Ce sont vraiment les retours que j'ai. Hein. Et des retours par des gens qui ne lisaient jamais. Hein.
Parce qu'il y a des gens qui lisent beaucoup, donc mais des gens qui lisent jamais. Quand vous avez un monsieur de 70 ans qui n'a jamais ouvert un livre de sa vie parce qu'il considère que la lecture c'est pas pour lui, il est manuel et puis que voilà, un livre c'est des mots sur une page et qui préfère regarder une série à la télé et qui lit votre livre et qui vient et qui vous saute dans les bras en pleurs en disant tu m'as fait vivre des émotions que j'aurais jamais imaginé être capable de vivre. C'est quelque chose d'assez particulier. Et c'est quelque chose de réel puisque c'est quelque chose que j'ai vécu. D'accord. Voilà. Quand on lit ce genre de livre, on se prend une claque, je pense, à laquelle on s'attend pas. Honnêtement, je m'attendais pas non plus à me prendre une telle claque sans avoir lu les livres. Ça donne envie de s'y intéresser. Bah, en tout cas, on peut espérer que les auditeurs auront pas décroché parce que finalement la discussion elle est très 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 intéressante et on est presque sorti un peu du littéraire pour rentrer presque dans de l'actualité, mais c'est le reflet de ma littérature. Ma littérature, c'est de l'actualité et c'est une façon de réfléchir aux problèmes de société, mais par le roman, par la fiction. C'est toujours par la fiction. C'est une très bonne façon d'aborder les choses parce que justement, c'est un point qui est en commun avec la fantaisie de Monsieur Loger, c'est que on aborde toujours les problèmes d'actualité, les problèmes réels à travers de la fiction. On n'a pas non plus le même filtre, mais l'idée, elle est toujours là. Et ça, c'est quelque chose qui est parfait en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez très 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 bien résumé la chose. Moi, j'aurais une autre question à vous poser. On a beaucoup parlé des critiques que vous avez pu recevoir, qui sont à 90% du temps très positifs et très agréables à écouter. Comment est-ce que vous, en général, vous réagissez à ces critiques-là, qu'elles soient positives comme négatives? J'aime toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Je les accepte toutes, même les plus dures, à condition qu'elles soient argumentées et constructives. Votre point commun avec Monsieur Loger, c'était exactement, il a dit la même chose, vraiment mot pour mot. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est le point commun entre tous les grands auteurs. Je pense que ce terme va un petit peu titiller, surtout si Monsieur Loger va nous écouter, parce que vu son humilité, il va pas apprécier que j'emploie ce terme pour le qualifier. Mais pour moi, c'est un point commun entre tous les grands auteurs. C'est savoir accepter les critiques positives comme négatives. Et c'est comme ça qu'on avance finalement. Ouais, vous savez, je suis sur des dizaines et des dizaines de groupes littéraires, écrivains, tout ça, et je regarde sur certains groupes ce déferlement de critiques mal intentionnées, de jugements de valeur, tant sur les différents types d'éditeurs que sur les différents types d'écriture, des choses qui me font mal de les voir. Je trouve que il y a de la bienveillance, mais il y a aussi il y a aussi beaucoup de méchanceté, beaucoup de et c'est pas bien, c'est pas bien. La critique, ça fait partie du jeu. Quoi qu'on fasse comme action, il y a toujours une critique. Elle peut être bonne, elle peut être pondérée, elle peut être mauvaise, mais si elle est constructive et argumentée, il n'y a aucun problème. Je vais vous donner un exemple. Je vais rentrer dans un domaine un peu particulier, mais je parle par exemple dans mes livres de couples gays, de couples homosexuels. Bon. Et j'ai eu des critiques. Alors bien sûr, j'ai eu des critiques positives sur le fait qu'il fallait qu'il fallait accepter tout le monde. Puis j'ai eu des critiques négatives sur ouais, je trouve que tu en parles trop, etc. Ces gens-là, etc. Voilà. Et ça passe pas.
Et lorsque j'ai quelqu'un qui me fait ce genre de critique, je dis ça n'est pas une critique. Ça, c'est un jugement personnel, c'est un rejet personnel d'une problématique. Et moi, j'ai pas besoin de ton rejet de la problématique. Ce que j'ai besoin, c'est de savoir ce- pourquoi éventuellement ça te gênerait. Qu'est-ce qui te gênerait? Et si tu as des arguments intéressants pour me dire non, bah, moi je trouve que on en fait trop sur les différentes sur les différents genres, etc. Avant, on n'en parlait pas assez. On peut argumenter là-dessus, mais ça doit rester cohérent et ça doit rester constructif. Mais Oui, pas quand de la c'est méchanceté gratuite, quoi. voilà, mais quand c'est vraiment un rejet, tu parles de ces gens comme si je parlais de mauvaises personnes, de gens méprisables. Ça non, ça je l'accepte pas. Je l'accepte pas. Mais je sais le dire. C'est-à-dire que je sais expliquer pourquoi je l'accepte pas. C'est extrêmement rare, hein, entre nous soit dit. Il y a vraiment qu'avec des gens qui sont extrêmement fermés, coincés, bornés, où là, il y a pas de discussion possible. Mais, euh, mais sinon, non. Quand j'ai lu le premier roman aux personnes âgées dans les EHPAD, il y a quelques morceaux dans le roman que je n'ai pas lus. Et j'ai posé la question aux personnes âgées parce que donc je vous ai dit que j'écrivais et que de manière à ce que ce soit très visuel, c'est-à-dire que les gens qui lisent mon livre le voient comme un film dans leur tête. Et j'avais certaines scènes que je décrivais de manière assez précise, une scène d'amour, des choses comme ça. Et lorsque j'ai lu dans les EHPAD, j'ai posé la question aux personnes, c'est-à-dire j'ai dit au groupe, voilà, j'ai dit là, il y a je dis un tel avec une telle se retrouve la nuit à l'hôtel, je parle de la chambre, les rideaux, les machins, et à un moment donné, l'action va commencer. Et là, je disais aux personnes âgées, si vous ne voulez pas entendre, vous me le dites et on passe le paragraphe. Si vous voulez l'entendre, je le lirai. Et là, en l'occurrence, les personnes âgées, non, elles sont trop âgées pour cette liberté d'expression et elles n'avaient pas envie d'entendre ce qu'elles imaginaient que j'allais écrire. Donc, je passais le passage. Et ça, vous voyez, c'est pas une critique, c'est simplement que pour certaines personnes, il y a des choses qui ne peuvent pas se dire ou pas s'écrire. Dire à l'auteur, tu as fait quand même une description là où tu es quand même allé très très loin et je trouve que vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis des jeunes ou vis-à-vis de si c'est difficile, je vais entendre l'argument et je vais expliquer après derrière que une lecture, elle doit être une lecture, d'abord elle a un public. Moi, j'écris pas des livres d'adolescents. Hein. Mes livres sont des livres pour adultes et je préviens d'ailleurs les gens quand je vends des livres, je leur dis ne le faites pas lire à vos filles de 15-16 ans. C'est un livre ce sont des livres qui parlent de faits de société et il faut avoir la capacité intellectuelle d'analyser ces faits de société pour pouvoir le lire. Hein. Mais voilà, donc en résumé, pour répondre à votre question, la critique, oui, moi ça me pose aucun problème du moment qu'elle est constructive et étayée. D'accord, bah, on s'entend bien là-dessus. C'est une très bonne réponse et celle à laquelle je m'attendais. Donc, très bien répondu, comme je voulais. Pour enchaîner, on va changer un petit peu de sujet. Tout à l'heure, vous nous disiez du coup que vous participiez à des salons. Est-ce Oui. que, est-ce que vous pourriez nous raconter la pire anecdote que vous auriez vécue en salon et après la meilleure, évidemment, pour remonter un peu le niveau, la meilleure que vous ayez eue au cours d'un salon? Oui, alors bon, j'ai pas beaucoup de recul parce que j'ai commencé pendant toute la première année où j'ai écrit, j'ai pas bougé parce que j'ai eu beaucoup d'hospitalisations. J'ai donc commencé à vraiment rentrer actif
dans ce que j'appelle la promotion, c'est-à-dire la partie vendre mon produit, parler de mon produit. Ça fait quelques mois que j'ai commencé. Mais j'ai quand même eu des choses qui m'ont interpellé et d'autres qui m'ont fait plaisir. Alors la pire au jour d'aujourd'hui, c'est une dame avec son mari. Je suis on fait un petit marché artisanal pas très loin de chez moi, avec ma femme, parce que ma femme, elle, je vais faire un peu sa pub, elle est à la retraite elle aussi, et elle, sa spécialité, elle récupère tous les vieux tissus et elle fabrique avec les vieux tissus des sacs, des pochoirs, des tapis, des machins, des choses comme ça. Et donc, on fait des salons et des marchés où moi, je vends mes livres, je dédicace, et elle vend ses produits. Hein. Voilà. Là, on parle bien de marché. Hein. Quand c'est des salons littéraires ou des librairies, là, elle y va pas. C'est uniquement les livres. Hein. Mais si on fait un marché comme là, j'ai 7 marchés de Noël de prévus en un mois, 7. Hein, et ben, si vous voulez, l'anecdote qui m'a le plus heurté, c'est une dame de, je dirais, une cinquantaine d'années, 45-50 ans, qui s'approche de mon stand et qui est intéressée par Roxy, qui regarde, elle s'approche du livre Roxy parce qu'elle voit effectivement le dessin d'une dame en blouse blanche et en l'occurrence, visiblement, cette dame travaille dans le milieu médical. Elle s'approche pour regarder le livre. Et elle était en train d'aller, elle allait pour prendre le livre lorsque son mari vient derrière, lui attrape le bras, la tire violemment par le bras et il lui dit, en partant, il lui dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, la lecture c'est pour les pédés, et qu'il l'emmène. Voilà. Et ça pour moi, ça a été la pire expérience. Je me suis dit, mais ça va jusque-là. Jusque-là, ça veut dire qu'il y a il y a des gens, hommes ou femmes, hein, qui sont dans un tel niveau de soumission qu'ils ne peuvent même pas regarder un livre. Donc ça m'avait profondément choqué. Et à l'inverse, le meilleur moment, le meilleur moment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est mon petit groupe de 11 personnes âgées, là, quand j'ai eu terminé le livre. C'est la dame de 99 ans. Imaginez-vous, 99 ans. Elle est tellement âgée elle en a la peau translucide. Elle est venue, elle m'a attrapé les deux mains et elle m'a dit, en essayant d'articuler le mieux possible, parce elle avait énormément de mal à parler, mais elle articulait tout doucement pour que je comprenne bien tout ce qu'elle me dit. Elle m'a dit: «Merci monsieur pour tout le bonheur que vous nous avez donné. Vous nous avez fait revivre des choses dont on se souvenait plus et qu'on a vécu et merci, merci, merci encore.» Et de voir cette dame de 99 ans qui pleurait à chaudes larmes et qui me remerciait pour ce bonheur que je lui avais apporté, je me suis dit, je pourrais être demain invité dans la plus belle émission littéraire à la télé et être reçu comme une star, je serais moins heureux que le jour où cette petite dame m'a pris dans les mains. Oui, ça se comprend. Une telle émotion, ça touche beaucoup quand même. C'est au-delà du descriptif. C'est au-delà du descriptif. Hein. C'est au-delà du descriptif. Pensez que, je veux dire, réaliser que vous avez, parce que vous avez écrit, hein, vous avez réussi à amener chez quelqu'un qui est à la fin de sa vie une émotion aussi forte, aussi puissante, c'est fantastique. C'est fantastique. Jamais j'aurais cru pouvoir vivre un instant pareil dans ma vie. Ah bah, ça, juste l'entendre, vous voyez, ça fait chaud au cœur parce que même si on n'y était pas, juste l'entendre, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très beau et on peut vraiment quand on vit pas le moment, c'est très différent, mais on peut ressentir quand même la bonne intention de la personne derrière et ça fait vraiment chaud au cœur, d'entendre des choses comme ça, surtout,
Quand on écoute le point négatif que vous avez raconté juste avant, Bah oui. c'est sûr que ça Vous voyez. rattrape bien. Ça rattrape Voilà. bien. Vous voyez comme quoi, hein, le monde est large. Si on devait mettre sur une échelle de 0 à je sais pas combien les comportements, bon, il y en aurait des chiffres. Hein. Ouais, oui, c'est clair. Bon, au moins, il y a des choses pour rattraper, c'est déjà ça. Le monde n'est pas Ouais. complètement pourri. C'est le principal. Voilà. À ce propos, est-ce que vous auriez, alors moi, ce serait ma dernière question personnellement, on a parlé un petit peu de tout, est-ce que vous auriez un message particulier que vous souhaitez transmettre à nos auditeurs, qu'importe soit-il, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez du coup transmettre? Le message que je voudrais transmettre, c'est on est au 21e siècle, on est à l'ère de l'intelligence artificielle, on est à l'ère des jeux de plus en plus perfectionnés. Ça touche toutes les générations et c'est normal parce que c'est le progrès, c'est la modernité. Mais revenez à la lecture. N'oubliez pas la lecture. Le livre, c'est le seul moyen de s'enfermer dans sa tête. C'est mieux que la télévision, parce que la télévision, bien sûr, regarder un film ou une série à la télévision, c'est passionnant, on est pris par le jeu d'acteur, etc., mais on est dans son environnement, dans sa pièce, dans son salon. Le livre, c'est être... un roman, c'est s'isoler intégralement dans sa conscience intérieure, c'est se nourrir des mots, et ces mots-là vont générer des images. Ça veut dire qu'il n'y a rien de plus magique que des mots, des lettres écrits sur un papier, et que dans le cerveau, ça se traduit par des images, par un film qui se diffuse. Voilà. Et donc, le message que je voudrais passer, c'est n'oubliez pas la lecture, n'oubliez pas la lecture, c'est tellement important. Et la langue française est tellement belle, tellement belle, tellement belle, qu'il faut la réhabiliter, il faut lui redonner sa source, il faut lui redonner sa raison d'être. Sa raison d'être. Et pour redonner sa raison d'être à la langue française, il faut que les gens lisent et que les histoires soient bien écrites, que les gens aient besoin et aient envie de lire. Hein. Et voilà, le message que je passerai, c'est ça. C'est autant pour les auteurs que pour les auditeurs. C'est lisez, 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 lisez. Voilà. Très bien. Je suis Super totalement message d'accord avec pour la vous parce fin. que c'est vrai que les livres, c'est sûrement le meilleur moyen pour s'évader. C'est très différent d'une série télé ou d'un film. Là, on a déjà l'image devant. Un livre, c'est très différent parce que c'est à nous-mêmes de s'imaginer la chose et puis c'est vraiment le meilleur moyen. L'imagination, c'est le meilleur moyen de s'évader du monde réel quand ça va pas. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Mais absolument. Dans mon livre Roxy, lorsqu'on a voulu faire la couverture avec l'éditeur, j'étais parti dans l'idée de mettre une photo. L'éditeur proposait de faire d'embaucher des acteurs, de faire de prendre des photos, de faire un shooting, etc. Et puis à la réflexion, on a décidé avec la graphiste de faire un dessin. Je comprenais pas au début. C'est vrai qu'au début j'étais un petit peu, je comprenais pas trop. Et puis finalement, lorsque le livre est sorti, j'ai compris. Le fait que ce soit un dessin et que le visage de Roxy, il y a juste les sourcils. Vous verrez, si vous regardez le livre, il n'y a que les sourcils, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, il n'y a rien du tout. Eh bien, c'est extraordinaire parce que ce détail-là, c'est ce détail qui fait que n'importe quelle personne qui travaille dans les milieux hospitaliers, choses comme ça, elle va, dans sa tête, mettre un visage sur Roxy. Et elle mettra le visage qu'elle a envie de mettre, le sien, celui d'une amie, etc., etc. Que si j'avais mis une photo sur la couverture, eh ben c'était comme une série à la télé. Ça veut dire que mon personnage, je l'identifiais et que j'enlevais la possibilité aux gens de créer leur propre personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, Oui. totalement. Voilà. C'est justement ça qui est génial avec les livres, c'est que une série, c'est figé. On a un Absolument. acteur qui est ce personnage. Ce personnage, c'est tel acteur. Alors que dans le livre, c'est notre imagination
quand on décrit notre perception des personnages avec quelqu'un d'autre qui aura lu ce bouquin-là, il n'aura pas du tout la même description Absolument, parce que justement, absolument, c'est de l'interprétation. Et c'est ça absolument. c'est ça qui est Et magnifique avec ce bouquin. c'est ce qui rend le livre intemporel. Parce que une série, d'ailleurs les acteurs eux-mêmes sont les propres prisonniers de ce système. Parce que lorsqu'ils font des séries, hein, au bout d'un certain nombre de temps, ils perdent leur identité d'acteur au profit du personnage. Oui. Les gens dans la rue les appellent du nom de leur personnage. Et ce qui rend le livre intemporel, c'est que ça n'existe pas justement ça. Là. Dans ce cas, pour conclure, une dernière petite question. Donc, vous nous avez dit que vous allez avoir donc votre 5e roman qui va être publié là, enfin, qui est publié là dans la semaine. Non. Un 6e sur votre. Alors, celui qui est publié, ça y est, il est référencé, il est en train de sortir il est en train de sortir là maintenant. C'est le 4e, c'est la suite du 2e. J'en ai écrit un 5e qui est prêt à être édité. Ah oui, d'accord, oui. Il s'appelle La Cousinade. Avec l'éditeur Baudelaire, on a décidé de le sortir au début 2025 pour ne pas faire trop rapprocher avec la sortie de Roxy 2. Et j'en ai un 6e que je sortirai vraisemblablement pour la fin de 2025 ou début de 2026. Et ce 6e, il va traiter alors, ce sera un roman, toujours, mais je veux traiter de la parentalité. Ça veut dire que le sujet de société que je veux évoquer, c'est la vision aujourd'hui à la fin du premier quart du 21e siècle, la vision de la famille aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était à la fin du 20e siècle. On était dans un système pyramidal avec un père, une mère, etc. Et aujourd'hui, la société a une vision totalement différente de la structure familiale. Hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs pères, il peut y avoir plusieurs mères, il peut ne pas y avoir de père, il peut ne pas y avoir de mère. Il y a tout un tas et puis il n'y a plus de structure pyramidale. Ça veut dire que en fait, on va vers un système où dès l'instant où quelqu'un a une capacité de raisonnement et une capacité de demander ou de réclamer quelque chose, il va le faire au nom de la liberté de faire, ce qui n'existait pas avant. Et donc, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et ça va être mon 6e roman, celui-là. Ça va traiter de la parentalité. D'accord. Ouais, donc ça promet un bel avenir. Et est-ce que du coup vous en auriez, bon, c'est déjà franchement pas mal, un avenir pas mal bouclé, mais est-ce que vous en avez un 7e qui serait déjà en cours de développement ou ne serait-ce qu'au stade de l'idée? Alors des idées, j'en ai plus qu'une 7e. Hein. Des idées, j'en ai plein la tête. J'ai plein de sujets dans lesquels je veux parler. Mais voilà. J'essaye de limiter ma réflexion à moi. Je veux absolument faire un travail de qualité. Ça, c'est la condition sine qua non. Je veux faire un travail de qualité. Même si je devais faire qu'un livre, il aurait fallu qu'il soit parfait. Hein, ou du moins proche de la perfection, parce que la perfection n'existe pas. Donc, je m'accroche à mes projets et je vais jusqu'à ce que mon projet soit abouti et que j'ai la certitude absolue d'avoir créé quelque chose qui va faire plaisir, Après, des idées, j'en ai des tas. Je fais un travail aussi parallèle. J'ai 2 commandes déjà, dont une, je vais commencer demain le travail. J'ai 2 personnes déjà qui m'ont commandé une biographie. Hein. 2 femmes, hein, qui veulent parler de leurs problématiques et qui cherchaient un auteur, qui m'ont sélectionné et qui m'ont demandé d'écrire leur biographie
parce qu'elles veulent témoigner de leur problématique. Hein. Donc c'est aussi quelque chose que je vais faire maintenant. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, j'écris tout le temps. J'écris tout le temps. Je n'arrête jamais. J'ai une capacité d'écriture qui est... Alors, je ne sais pas si elle est hors norme, parce que j'ai pas encore rencontré suffisamment d'auteurs pour savoir combien de temps ils travaillent. Mais moi, je sais que moi, je suis capable d'écrire jusqu'à 12 heures par jour. Ah oui, Ouais. c'est un beau chiffre. Voilà, sans problème, sans problème. Et il faut que ma femme vienne me taper sur l'épaule pour m'arrêter. Hein. Parce que lorsque j'écris, lorsque j'écris, je suis ce qu'on appelle en dissociation totale. Ça veut dire que je suis plus dans ma vie personnelle. Je suis plus dans mon corps. Mon corps est sur la chaise, mais mon esprit est sur le clavier et dans mon histoire. Et à partir de ce moment-là, c'est plus ma vie qui se déroule dans ma tête, c'est la vie de mon personnage. Et la vie de mon personnage, eh ben, ça coule comme de l'eau, comme de l'eau. Voilà. Hein. J'écris comme ça. Je trouve ça très impressionnant parce que c'est un sujet qu'on compte beaucoup. C'est un sujet qui est assez récurrent quand on parle avec d'autres auteurs. C'est celui du fait que quand on écrit, on peut avoir pas mal de petites pannes dans lesquelles on n'a pas forcément d'idées, on ne sait pas trop comment développer, comment écrire. C'est un truc que vous pouvez avoir à des moments où généralement vous êtes vraiment lancé. Non, c'est quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas connu, je n'ai jamais connu, je l'ai même pas connu dans ma vie professionnelle lorsque j'écrivais des conférences. Hein, puisque dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé de devoir faire des conférences, de devoir faire des mini-thèses que je devais donc ensuite lire devant une assemblée. Et le syndrome de la page blanche, je ne l'ai jamais eu, parce que en général, tout est dans ma tête déjà. Tout est dans ma tête. Après, c'est plus un problème de détail. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Si je mets un de mes personnages, je le mets à Paris, par exemple. Je connais Paris, mais je suis pas parisien. Hein. Je le mets dans une rue du 11e arrondissement. Eh ben, je me contenterai jamais de marquer il habite rue de Charonne dans le 11e arrondissement. Je vais aller sur Google View, je vais zoomer sur la rue de Charonne, je vais regarder comment sont les bâtiments, je vais chercher une allée qui me plaît, un numéro, une porte, etc. Et lorsque j'aurai trouvé le truc qui me plaît, je vais placer mon personnage ici. Vous voyez? Et donc ça, par contre, je suis très pointilleux sur ce type de détails. Alors ça, oui, lorsque je suis sur un truc comme ça, je m'arrête, je vais chercher jusqu'à ce que j'ai trouvé ce qui me plaît. Et lorsque j'ai trouvé ce qui me plaît, où je peux visualiser et le bâtiment, ça peut être un bâtiment à une époque donnée. Dans mon premier roman, il est dans une école privée à Saint-Pourçain-sur-Sioule dans les années 80. Moi, Saint-Pourçain-sur-Sioule, je savais même pas que ce village existait jusqu'à ce que j'habite pas très loin. Et alors, une école privée en 1980 à Saint-Pourçain-sur-Sioule, bon, bah, il a fallu que j'aille chercher dans les historiques et tout, trouver une école privée, mais non seulement la trouver son nom, mais regarder à quoi elle ressemblait, c'est-à-dire aller chercher des photos, des choses et tout. Et finalement, le descriptif que je fais de l'école privée où est mon personnage, si quelqu'un de Saint-Pourçain-sur-Sioule qui était vivant en 1980 lit, il dira, ce gars, il est allé à l'école, c'est pas possible. Vous voyez? C'est très intéressant. Ah, mais c'est très intéressant parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup qui le font. Ils peuvent avoir une idée, par exemple une ville en tête, mais ils vont s'imaginer le reste de la ville, mais pas un pont aussi pointilleux. Je trouve ça très, très respectable et ça montre vraiment l'application qu'il y a derrière. Ah ben, pour moi, c'est une condition sine qua non à mon livre. Je ne peux pas accepter autrement. Hein. Toujours dans mon premier, à un moment donné, en mai 68, il y a un couple qui veut quitter la manifestation et qui prend un bus pour aller à l'endroit où habite la jeune fille. Je cite le numéro du bus, c'est la ligne 39 qui prend à tel arrêt et qui descend à tel arrêt. Alors là, j'ai pas besoin de chercher puisque je suis lyonnais et que je connaissais. Hein. Mais si j'avais pas été lyonnais, j'aurais cherché quelle était la ligne de bus
permettait d'aller de cet endroit-là à cet endroit-là. Voilà, si vous voulez, pour moi, c'est inconcevable d'avoir quelque chose qui n'est pas cohérent, quoi. C'est pas concevable. Pour moi, je ne le conçois pas. Donc là, c'est un travail de recherche qui peut me prendre peut-être des fois plus de temps que l'écriture elle-même. Mais voilà. Mais sinon, tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête. Quand je vous parle de la parentalité, le livre, il est fait. Le livre, je vais commencer à l'écrire en 2025. Mais tout est, le livre entier est dans ma tête. Entier. Ce n'est que des détails que je vais chercher. Ouais. C'est quand même très impressionnant comme façon de procéder. Oui. Vous avez déjà la totalité et ensuite votre sens du détail qui va venir, qui va être le plus long en fait de votre travail, quoi, au final. Donc c'est Oui, très impressionnant comme façon de faire. à la limite, je serais tenté de dire que ça va être la partie la plus chiante. Mais voilà. Mais la partie la plus chiante, c'est de donner de la cohérence à mes écrits. Voilà. Si je sais, là, dans Roxy, elle est neuropsychothérapeute. Vous vous rappelez quand je vous ai dit tout à l'heure que le staff médical de l'hôpital bipolaire avait dit comment imaginer que quelqu'un qui ne soit pas du métier dans la neuropsychologie ait pu écrire à ce point des problématiques neurologiques. Elle m'a dit il y a deux choses qui nous ont fait rire. Deux choses seulement sur le livre, c'est que je parle à un moment donné de barbiturique pour une tentative de suicide. Elle me dit, ça fait longtemps qu'on n'utilise plus le terme barbiturique. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait une relation neurologue-psychiatre un peu plus proche qu'elle n'existe dans la réalité. Elle m'a dit, dans la réalité, on n'est pas si proche que ça, les neurologues et les psychiatres. Hein. C'est les seules choses qu'elle m'a dit. Elle m'a dit pour tout le reste, pour tous les professionnels, tout faisait sens. Il n'y a pas un élément qui les a fait rire en disant oh, n'importe quoi. Dans les brouteurs, c'est pareil. Les brouteurs, c'est une énigme, c'est une enquête policière. Je peux vous dire, n'importe quel enquêteur de police lira les brouteurs, il n'y en a pas un qui dira oh mais le gars il s'est cru dans les experts à Miami. C'est pas ça la réalité. Ah bah oui, totalement. Je suis bien d'accord sur cette façon de procéder. C'est mieux d'avoir un truc qui se rapproche plus du réel dans un roman de ce genre plutôt que du fictif, quoi. C'est mieux vraiment de. Pour moi, c'est le respect dû au lecteur. Hein. Alors, pour moi, c'est très clair. Hein. C'est le respect dû au lecteur. Et quand je vous disais que sur les forums d'auteurs et tout ça, je lis les forums et je vois des choses, mais qui je me dis je me dis mais comment ils peuvent penser ça? Je vois des gens qui n'ont aucune conception du regard que peut avoir le lecteur sur l'œuvre. La seule motivation, c'est que mon livre soit qu'il soit édité, que je puisse vendre, quoi. Que je vende. Ouais. Voilà. Ouais. Pour moi, je suis pas rentré en littérature pour vendre. Si je vends, si je gagne des sous, tant mieux. Si j'en gagne pas, tant pis, c'est pas grave. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est beaucoup plus que la vente, c'est la notoriété, c'est-à-dire être reconnu en tant qu'auteur de qualité. Ça, oui, ça c'est mon combat. Après, pour l'instant, j'ai pas gagné grand-chose. Peut-être que je gagnerai un peu plus demain. J'en sais rien, c'est pas le problème. Mais voilà quoi. Hein. Pour moi, c'est la qualité, c'est le respect dû au lecteur, c'est la cohérence et c'est voilà, c'est quand une émotion on veut faire ressentir une émotion, il faut que les circonstances puissent générer l'émotion. Si les circonstances génèrent pas l'émotion, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller chercher à faire pleurer quelqu'un si on lui dit quelque chose qui ne fait pas pleurer, quoi. Mais je vais en profiter pour faire passer le message rapidement. Il existe sur Internet un site qui s'appelle CapTNF.
comme un CAP, comme le CAP TNF, et c'est une association qui a été créée par des malades de l'hôpital bipolaire qui explique et qui parle de tout ce qui est, de toute la problématique des gens atteints de bipolarité et de TNF. Et je recommande à tous ceux qui sont intéressés par cette maladie-là, d'aller sur ce site CAP TNF, qui est très 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 bien fait et qui est très instructif. Le lien sera directement dans la description. Super. Merci pour eux. Merci Tout comme pour vos eux. Parce que réseaux, vraiment, tout comme vos réseaux et vos ouvrages, tout sera en description pour que les personnes intéressées puissent s'y rendre rapidement. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. formidable. Eh bien, chers auditeurs, je vous propose de prendre 2 minutes avec moi pour essayer de se remettre de la claque qu'on vient de se prendre avec Monsieur Duché. Magnifique claque, nuancée. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour vous remercier infiniment d'avoir partagé votre expérience, de nous avoir partagé cette capacité que vous avez à employer le pire de l'humanité pour en refaire sortir le meilleur. Honnêtement, merci beaucoup pour ce moment passé avec vous. J'espère que pour vous, chers auditeurs, ça a été un moment tout autant qualitatif pour nous que pour vous. En tout cas, voilà, merci Monsieur Duché, pardon. Oups. Merci Monsieur Duché. Et ça a été un véritable honneur de vous avoir. Eh ben, ça a été la même chose pour moi. Je vous remercie infiniment. Merci pour votre dynamisme. Continuez sur cette lancée. Et un grand bisou à tous les auditeurs, tous les amoureux du livre et tous les auteurs aussi que je salue. Il n'y a pas de grands ou de petits auteurs. Il n'y a que des amoureux de l'écriture et on se ressemble tous dans ce point-là. Donc, bon courage à tous et bonne route à tous avec la belle langue française.